tuberculose reste une maladie infectieuse et contagieuse de première importance. Malgré toute la problématique sanitaire et sociale autour de cette maladie, il y a des progrès significatifs à noter, dont la prise en charge. Au Cameroun, malgré une légère baisse de la prévalence, l'on recense pas moins de 22 000 malades à travers le pays. Alors, pour comprendre cette maladie, nous recevons ce soir notre invité, le docteur Bruno Tengan. Il est pneumologue et également promoteur du Centre des maladies respiratoires situé à Bounandjo, à Douala. Tous, docteur Bruno Tengan, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Bonsoir Nadine, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Alors ce soir, nous parlons d'une maladie qui demeure un véritable fléau, notamment la tuberculose. Qu'est-ce que c'est, docteur? Alors, je vais essayer d'utiliser des petits schémas pour se faire comprendre par la plupart de nos téléspectateurs. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse. Alors, une maladie infectieuse, c'est une maladie qui est due à un microbe. Donc, les microbes, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des parasites. Le microbe de la tuberculose, c'est un bacille, donc c'est un microbe, c'est des micro-organismes infiniment petits qui peuvent rentrer dans notre organisme et le coloniser. C'est-à-dire et créer une maladie parce qu'ils vont se multiplier et quand les mécanismes de défense de notre organisme seront débordés, alors la maladie va se révéler. Dans le cas de la tuberculose, c'est donc un microbe, une bactérie qu'on appelle le bacille de Koch, qui va entrer dans notre organisme par les voies respiratoires hautes. C'est-à-dire qu'on va l'inspirer dans une atmosphère qui a été contaminée. Je crois qu'on reviendra dessus tout à l'heure sur les modes de contamination. On va l'aspirer et il va aller se localiser dans nos poumons. On comprend tout à fait, l'air que nous inspirons passe d'abord par nos poumons avant d'aller dans notre sang, notamment pour l'oxygène qui est important pour la vie. Donc nous allons aspirer de l'air qui a été contaminé. C'est pour ça que ça dépend aussi de la quantité de microbes qu'il y a dans l'air que nous avons inspiré. Ces microbes vont aller, notamment le bacille de Koch pour le cas de la tuberculose, se localiser dans nos poumons et se multiplier et donc provoquer chez certaines personnes une tuberculose qui est une maladie infectieuse, une maladie bactérienne due aux microbes de la tuberculose qui va coloniser et envahir en priorité les poumons. On dit dans notre jargon que ça a un tropisme pulmonaire parce que ça va se localiser en premier dans les poumons, se multiplier et entraîner les symptômes et la destruction des poumons sur lesquels on va revenir certainement tout à l'heure. Donc pour résumer, tuberculose, maladie infectieuse due à une bactérie, le bacille de Koch, que nous allons inspirer, que nous allons prendre en inspirant de l'air qui a été contaminé, qui va aller dans nos poumons. On a une petite charge de microbes dans les poumons, ça va se multiplier et détruire progressivement nos poumons et nous rendre malades. On dit donc que nous avons une tuberculose pulmonaire. Alors, et parlons justement de ces modes de contamination, comment se transmet cette tuberculose? Alors, la tuberculose est une maladie contagieuse qui se transmet essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, par une contamination aérienne. C'est-à-dire que c'est l'air que nous inspirons. Si cet air a été contaminé, parce que nous avons été en contact d'une personne, si par exemple dans cette pièce, il y a une personne qui est malade de la tuberculose, quand elle va tousser, quand elle va parler, quand elle va éternuer, dans ce qui sort, parce que là, quand je m'exprime, il y a quand même des gouttelettes qui sortent de ma bouche. Ces gouttelettes, si j'ai une tuberculose, contiendront des microbes de la tuberculose qui vont donc contaminer l'air et il suffirait que quelqu'un qui n'est pas contaminé rentre dans la pièce. Quand le taux de microbes a atteint un certain seuil, qu'il entre dans la pièce, qu'il inspire cet air et il peut être comme ça contaminé. Ça peut se révéler plusieurs semaines, même plusieurs mois après la contamination. Donc la contamination se fait quasi exclusivement par voie aérienne quand on inspire de l'air contaminé. D'accord. Et à quel moment on parle de tuberculose extra-pulmonaire? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de tuberculose pulmonaire. Alors, la tuberculose extra-pulmonaire, comme son nom l'indique, comme tu le dis toi-même Nadine, c'est une tuberculose qui se localise ailleurs que dans les poumons. Donc, on peut tout à fait avoir une contamination initiale par les poumons et les microbes peuvent aussi passer par le sang et aller se localiser dans un autre organe. Ça peut aller se localiser dans les reins,
Ça peut se localiser dans le cerveau, ça peut se localiser dans les os, donc ça peut se localiser dans plein d'organes comme ça, dans les ganglions, dans le médiastin, les ganglions au niveau du cou, dans les médiastins, dans les voies respiratoires hautes. Donc on parle de tuberculose extrapulmonaire pour dire que c'est une tuberculose qui est localisée ailleurs que dans les poumons, alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal organe atteint par la tuberculose, c'est les poumons. Mais ça n'exclut pas que ça puisse aller se localiser dans un autre organe en étant passé par les poumons, aller se localiser, puisque le sang va partout, hein, aller se localiser, comme je vous l'ai dit, dans la gorge, dans les os, dans les reins, dans les méninges, dans le cerveau. Donc ça, c'est des formes extrêmement sérieuses, extrêmement graves de la tuberculose pulmonaire. Alors, on reviendra davantage sur les complications au courant de cette émission. Alors, lorsqu'une personne est infectée justement par le bacille de Koch, comment reconnaître les signes de la tuberculose? Alors, les signes de la tuberculose sont extrêmement simples. Je vais citer les signes essentiels. Une toux. La toux, vraiment, c'est un symptôme très, très important. Une toux qui persiste depuis un certain temps, malgré une antibiothérapie probabiliste que votre médecin aura mis en branle. La toux persiste. Parfois, elle est sèche. Parfois, il y a des crachats, on dit des crachats mucopurulents, des crachats un peu jaunes, parfois des crachats avec du sang. Mais ceux signes ne suffisent pas. Il faut associer à ça une fièvre, souvent la nuit, une fièvre 38, 37,5, 38 degrés. Parfois, la fièvre n'est pas très élevée, une fièvre larvée, une altération de l'état général. Qu'est-ce que nous appelons altération de l'état général? En général, quand les gens sont fatigués, ils n'arrivent plus à manger, ils ont une anorexie, ils ont une perte d'appétit, ils sont fatigués, ils ont une perte d'appétit et ils perdent du poids. Voilà. Donc, si quelqu'un tousse, il a de la fièvre, il perd du poids, il manque d'appétit, il se sent fatigué et il transpire souvent beaucoup la nuit, beaucoup plus que d'habitude. Ces signes doivent conduire absolument à faire une consultation pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une tuberculose. Parfois, les signes sont larvés, c'est-à-dire que, notamment chez les enfants, chez les plus petits et les personnes âgées, parfois on a juste quelques signes. Ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans le meilleur des cas. Donc, quelqu'un qui a une toux, qui persiste, surtout dans notre environnement, qui persiste malgré une prise en charge avec un antibiotique classique, mais la toux persiste, accompagné d'une fièvre, d'une altération de l'état général avec perte de poids, manque d'appétit, fatigue, de sueur nocturne, il faut absolument consulter pour essayer de poser le diagnostic de tuberculose ou non. Alors la tuberculose est une maladie ancienne. Pourquoi chaque année on enregistre autant de cas? Quels sont les facteurs de risque? C'est assez compliqué à dire, mais c'est une maladie qui est beaucoup due aux conditions de vie qu'on a. On se rend compte que dans les pays qui ont un petit peu plus de moyens que le nôtre, la tuberculose est en voie à diminuer depuis presque une cinquantaine d'années. Le nombre de cas de tuberculose a beaucoup baissé parce qu'il y a une surveillance plus rigoureuse, parce que l'environnement est plus simple, parce que le niveau de pauvreté, du moins le niveau social est quand même élevé, la prise en charge est bonne. C'est des conditions qui ont fait que progressivement dans ces pays-là, la tuberculose est diminuée. Il est évident que chez nous aussi, avec le développement, avec la diminution de la promiscuité, avec une bonne alimentation, ainsi de suite, quand les gens ont une bonne immunité parce qu'ils s'alimentent bien, progressivement, on peut espérer que la tuberculose diminue aussi. Parce que comme je vous le dirai tout à l'heure, c'est une maladie qui tient beaucoup compte de l'environnement de vie dans lequel on est. Je vous donne un exemple simple. Il est connu, pas seulement chez nous, dans plein de pays du monde, que l'endroit où on trouve le plus de cas de tuberculose dans une société, c'est souvent les prisons. Parce que les gens, ils vivent dans des atmosphères fermées, il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble dans une atmosphère, dans un lieu clos, fermé, et donc la transmission se fait plus facilement parce qu'il y a une certaine promiscuité dans ces milieux-là. Donc c'est une maladie qui est beaucoup due aussi à l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que l'hygiène de vie également peut être notée en dehors de... Bien sûr. Quand on a une bonne
ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'immunité est importante. Vous avez certainement entendu parler des malades qui souffrent de PVVS, des malades qui souffrent du VIH-Sida, qui ont une baisse de leur immunité, donc des défenses de leur organisme. Il est évident que s'ils sont en contact avec le microbe de la tuberculose ou avec un autre microbe, si leur maladie n'est pas équilibrée, n'est pas correctement prise en charge, je parle du VIH, il est évident qu'avec la baisse de l'immunité, ils seront plus susceptibles d'attraper le microbe que d'autres. Dans la plupart des cas, vous pouvez inhaler le microbe de la tuberculose et vous ne tombez pas malade parce que vous avez de bonnes défenses, parce que vous vous alimentez bien, parce que vous avez une immunité correcte, parce que vous faites un petit peu de sport, parce que tout cela, parce que vous n'êtes pas stressé, tout cela concourt à l'immunité, à la défense que nous avons naturellement dans notre organisme, qui nous permettent de nous défendre contre les agressions extérieures. Oui. Dans les personnes immunodéprimées, à part elles, est-ce qu'il y a une autre couche plus vulnérable? L'immunodépression, il y a plusieurs types d'immunodépression. Je parlais de l'immunodépression due au VIH-Sida, mais le diabète entraîne aussi une immunodépression. L'insuffisance rénale entraîne aussi une immunodépression. Une insuffisance cardiaque joue aussi sur votre immunité. Un excès de stress, d'angoisse joue sur votre immunité. Une mauvaise alimentation joue sur votre immunité. L'immunité étant, comme pour un pays, l'armée qui nous défend contre toutes les agressions extérieures. Cette armée, quand elle est suffisamment forte, elle vous défend et malgré l'agression, vous ne tombez pas malade. Quand l'armée, il manque des généraux, l'armée n'est pas suffisamment organisée, il est évident que vous avez plus de chances de tomber malade. Donc il y a plein de facteurs alimentaires, environnementaux, la sérénité que vous avez, les maladies chroniques que vous avez qui peuvent concourir à faire de vous un sujet susceptible d'attraper la tuberculose ou d'autres maladies d'ailleurs qui sont dues à des agressions extérieures. Et sur le plan national, quel est l'état des lieux de la tuberculose? Alors, pour cette rubrique, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne information. J'ai dû lire pour m'informer là-dessus. Mais selon le ministre de la Santé camerounais en 2022, pour l'année 2022, je crois qu'on comptait environ 20 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Je crois 20 000 nouveaux cas, entre 20 et 25 000 nouveaux cas pour l'année 2022. Voilà, c'est à peu près ça, avec un taux de mortalité d'environ 29 pour 100 000 habitants. Voilà, donc ça reste quand même un problème de santé publique non négligeable. Alors pour vous qui êtes au quotidien dans la pratique, est-ce que vous en recevez dans ce centre? Oui, nous en recevons, même si nous ne sommes pas le centre, parce qu'il y a un biais de sélection. Il y a un biais de sélection qui fait que nous recevons beaucoup de malades d'autres pathologies pulmonaires que de tuberculose, mais il nous arrive évidemment d'en recevoir, et même des tuberculoses extra-pulmonaires, des cas un petit peu larvés de personnes qui ont une infection pulmonaire qui traîne et chez qui finalement on arrive à découvrir la tuberculose. Peut-être que vous reviendrez tout à l'heure sur les moyens de diagnostiquer la maladie, voilà. Mais nous arrivons, mais nous ne sommes pas vraiment, certainement pas le plus grand centre à Douala de prise en charge de la tuberculose. Je crois que le centre de maladies respiratoires de la Kintini ou certains centres confessionnels reçoivent beaucoup plus de cas que nous. Il y a un petit biais de sélection dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce qui explique ce retard dans le diagnostic de la tuberculose? Ben, je crois qu'il est dû d'abord aux malades qui viennent souvent tard à l'hôpital. Et vraiment, j'encourage les patients qui ont des symptômes qui durent, comme je l'ai cité tout à l'heure, une toux qui perdure, avec de la fièvre le soir, une perte de poids, une perte d'appétit, de la fatigue, des sueurs dans la nuit. L'un ou l'autre de ces symptômes, quand vous les avez, allez voir un médecin. Et si vous voyez un médecin et que ce médecin ne pense pas à la tuberculose, n'hésitez pas à lui demander, docteur, est-ce que ça ne pourrait pas être ça? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse des examens de crachat pour voir si c'est ça? Parce que malheureusement, il arrive des cas où les malades sont quand même allés à l'hôpital et que malheureusement, on soit passé à côté du diagnostic et qu'on ait donné des antibiotiques à tort et à travers.
et que le malade se retrouve après avec une tuberculose malheureusement plus avancée, ou le cas inverse de patients à qui on a dit qu'ils avaient une tuberculose et que ce n'était pas le cas, ça arrive aussi. Hein. On est humain, on est certes médecin, mais il arrive qu'on se trompe. Et le diagnostic, comment il s'effectue? Le diagnostic est relativement simple. Avec les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand le malade va se rendre à l'hôpital, on va faire une radiographie des poumons, pas toujours, parce qu'il y a des endroits du pays, il faut toujours parler pour tout le monde, où ce n'est pas évident de le faire, mais en général, on fait une radiographie du poumon. Après avoir examiné le malade, ainsi de suite, l'interroger sur les contacts éventuels qu'il aurait eu avec des personnes souffrant de tuberculose, avec ses conditions de vie, avec ses antécédents personnels, pour essayer de déterminer s'il y a une raison ou une autre pour qu'il soit immunodéprimé. Encore une fois, immunodéprimé, ce n'est pas uniquement le VIH-Sida, ça peut être d'autres maladies chroniques, comme je vous ai dit, diabète, ainsi de suite. Bon, bref. Une fois que le médecin aura fait l'interrogatoire et aura examiné le malade, il va essayer de confirmer son diagnostic, d'être certain que c'est ça. Donc, il fait une radiographie des poumons ou il fait un examen de crachat. Hein, on appelle les BK crachats. Je crois que tout le monde le connaît. C'est rechercher des BK dans le crachat. En général, ça se fait le matin à jeun, les crachats du matin, 3 fois de suite. Et le laboratoire va analyser pour essayer de mettre en évidence le microbe de la tuberculose dans ces crachats-là. Et d'autre part, la radiographie du thorax, souvent, donne une bonne idée parce qu'il y a souvent un aspect, notamment une caverne dans les poumons. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant pour nos spectateurs, nos téléspectateurs de le savoir, mais le médecin va avoir comme ça des éléments qui vont le conduire vers ça. Et aussi, il y a quelques examens de sang qu'on va faire. Mais vraiment, l'examen qui permet de confirmer avec certitude le diagnostic, c'est d'analyser les crachats et de retrouver le microbe de la tuberculose dans les crachats. D'accord. Et une fois que le diagnostic est établi chez le docteur, la prise en charge, comment elle s'effectue? Avant d'en arriver là, j'aimerais dire qu'il y a des malades qui ont une tuberculose à bacilloscopie négative. C'est-à-dire qu'on a un faisceau d'arguments qui nous disent que mais vraiment, il a les signes cliniques, il a des cavernes au niveau du poumon, quoique c'est rare qu'avec des cavernes, on ait des BK négatifs. On n'arrive pas à trouver des BK. Chez certains, on fait une fibroscopie bronchique pour aller dans les poumons et faire des prélèvements à l'intérieur des poumons. Voilà, et il y a donc 2 diagnostics qu'on fait. Il y a le BK crachat, et ici, notamment, je parle pour le littoral, à la délégation de la santé, on a un examen beaucoup plus précis qu'on appelle le gène expert, qui peut permettre de détecter la tuberculose, même quand il n'y en a pas beaucoup. Et dans certains cas de fort doute aussi, on peut mettre des crachats en culture pendant 3 mois pour essayer de voir si on n'avait pas vu, parce qu'il y en avait très peu. En les mettant en culture, ils vont sur un milieu particulier, ils vont se multiplier et on va les voir et confirmer le diagnostic. Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors, est-ce la question de la prise en charge? Alors, pour la prise en charge, heureusement, depuis quelques années, le gouvernement au Cameroun a décidé que la prise en charge, que les médicaments pour la tuberculose étaient gratuits. Donc, il y a des centres qui sont habilités par l'État pour délivrer des médicaments pour la tuberculose. Nous, on n'en est pas un, mais quand il arrive qu'on diagnostique un cas de tuberculose, nous les adressons dans les centres agréés par l'État qui peuvent donner les médicaments gratuitement aux patients. Et voilà ce qui est de l'aspect prise en charge par l'État. Le traitement, c'est en général 4 médicaments pendant 2 mois, dans la plupart des cas. Voilà, 4 médicaments pendant 2 mois et 2 médicaments pendant 4 mois. Voilà, que le malade va prendre en général tôt le matin à jeun. Et le traitement, dans la très grande majorité des cas, va durer 6 mois. Si le malade suit bien son traitement, au bout de ce temps, il sera guéri de sa tuberculose. Y a-t-il une possibilité d'avoir des cas de récidive après un traitement? Oui, ça arrive. C'est-à-dire que le fait d'avoir une tuberculose ne vous prémunit pas de redévelopper une tuberculose quelques années après. Ça peut toujours arriver et c'est même, je ne veux pas dire fréquent, mais ça arrive de voir des gens qui ont fait une tuberculose et qu'une dizaine d'années d'après, si le terrain sur lequel le malade était immunodéprimé, ainsi de suite, n'a pas modifié et qu'il est réexposé au microbe, il peut toujours refaire la maladie. Oui, tout à fait. D'accord. Et le patient, durant le suivi, il est forcément isolé des autres?
Oui, il est isolé tant que la bacilloscopie, c'est-à-dire la recherche du microbe, est positive dans ces crachats. Mais une fois qu'elle est négative, il peut tout à fait être au contact avec d'autres personnes sans pour autant les contaminer. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter son traitement. Et que je mets un malade sous traitement pour 6 mois. Au bout d'un mois, je refais son examen de crachat. Si au départ il était positif et que son examen de crachat est négatif, ça voudrait dire qu'il n'est plus contagieux. Il n'y a pas besoin de les isoler pour tous les 6 mois. Alors, et lorsqu'une tuberculose n'est pas bien prise en charge, docteur, quelles peuvent en être les complications? Ah ben, pas seulement les complications, une tuberculose. Alors, je profite de votre question, Nadine, pour revenir sur quelque chose. C'est que la tuberculose, comme je vous ai dit tout à l'heure, atteint principalement les poumons. Les poumons sont un organe essentiel de notre vie, c'est-à-dire c'est par là que l'oxygène que nous prenons dans l'air passe pour aller dans notre sang et nous permettre tout simplement de vivre, de produire l'énergie vitale. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Donc s'il y a la destruction, même partielle, de l'organe qui met de l'oxygène dans notre sang pour nous permettre de vivre, de marcher, de bouger, ainsi de suite, évidemment, ça a des conséquences non négligeables. La première, c'est que si la tuberculose n'est pas bien prise en charge et qu'elle continue d'évoluer, le microbe détruit progressivement le poumon. Il mange littéralement le poumon et ça peut entraîner, la première conséquence, c'est que s'il a détruit une partie trop importante des poumons, c'est la mort. Donc la tuberculose est une maladie mortelle. Mais par contre, quand elle est, pour ne pas effrayer quand elle est bien prise en charge, on en guérit quasiment sans séquelles, quand c'est diagnostiqué tôt et bien pris en charge. L'autre conséquence, c'est que si on a laissé évoluer longtemps, même si on a été traité après et qu'on est guéri, on peut avoir détruit une certaine quantité de notre poumon qui fait qu'après la guérison, c'est-à-dire qu'on n'a plus de microbes, on a détruit, disons, 25, 30, 40% de nos poumons, ben, on devient insuffisant respiratoire, c'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire parce qu'on n'a plus suffisamment de quantité de poumons pour mettre suffisamment d'oxygène dans notre sang, notamment quand on fait un effort. Et il y a des maladies qui découlent aussi de ça, c'est une dilatation des bronches, c'est-à-dire que la destruction du poumon va un peu modifier l'architecture du poumon et faire que les bronches, qui sont des petits tuyaux qui sont réguliers, lisses, ainsi de suite, vont se retrouver tortueux, dilatés à certains endroits. On appelle ça bronchectasie ou dilatation des bronches. Et ces malades vont faire des infections pulmonaires à d'autres germes que le BK régulières. Parfois, ils vont tousser, ils vont cracher du pus, mais c'est dû au pyocyanique, à d'autres microbes qui ne sont pas la tuberculose, c'est-à-dire qu'à cause de l'architecture, parce que dans les poumons aussi, il y a des mécanismes de défense locaux, mais quand vous faites une tuberculose, est-ce qu'il y a une destruction importante? Ces mécanismes sont débordés et donc l'architecture pulmonaire n'est plus tout à fait la même et donc on peut faire des infections à répétition. Et un autre microbe extrêmement dangereux peut venir se greffer dans les séquelles de la tuberculose, qu'on appelle Aspergillus, et entraîner des saignements, des toux avec des saignements extrêmement graves, qui peuvent aussi entraîner la mort alors qu'on n'a plus le BK et qui parfois font appel à de la chirurgie thoracique pour pouvoir enlever ces zones détruites par le microbe de la tuberculose. Alors, quels sont les moyens de prévention de la tuberculose pour éviter de vivre toutes ces complications? De prévention, c'est-à-dire pour ne pas tomber malade. Oui, pour ne pas tomber malade de tuberculose, la première chose à faire, c'est on ne peut pas être prémuni à 100% parce que vous ne pouvez pas trier tous les endroits où vous allez. Vous ne savez pas toujours dans un taxi, dans un hôpital, ainsi de suite, ce que les gens qui ont autour de vous ont. Mais si on a une bonne hygiène de vie, c'est la première chose, ça permet d'avoir une immunité de qualité, c'est-à-dire bien s'alimenter, comme je vous ai dit, faire un peu d'activité sportive, faire ce qui est possible de faire pour être le moins stressé possible. Si on a une maladie chronique comme le diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, ainsi de suite, tout faire pour qu'elle soit équilibrée, ça c'est le volet immunité, donc défense de l'autre organisme. Donc pour ne pas être infecté, il faut déjà, pour qu'un État ne soit pas attaqué, il faut qu'il ait une bonne défense. Donc tout faire pour déjà avoir une bonne défense. Et maintenant, si malgré tout ça, on arrive à être infecté, bon, éviter la promiscuité, vivre dans la propreté, ainsi de suite. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire pour tout le monde, mais en tout cas faire un maximum pour vivre de manière saine et propre
dans la mesure du possible, ne pas dormir à 50 dans une même chambre parce que si une personne est infectée, elle peut transmettre la maladie à beaucoup d'autres personnes. Bon, ça, c'est des mesures qui sont, c'est beau à dire comme ça, mais je suis certain que ce n'est pas toujours évident de mettre en œuvre. Et le dernier train de mesure, c'est que dès que vous avez les moindres symptômes, si malgré tout ça, vous avez des symptômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la toux qui perdure, de la fièvre, une altération de l'état général, un manque d'appétit, des sueurs dans la nuit, de consulter pour que même si tuberculose y a, que le diagnostic soit fait tôt, que le traitement qui est gratuit puisse être mis en place et pour que vous guérissiez. Mieux vivre. Alors, on va revenir sur la question du vaccin du BCG, mais avant déjà également pour celui qui est en train d'être suivi de la tuberculose en termes de régime alimentaire, est-ce qu'il y a des restrictions? Comment il devrait se comporter? Non, il doit en général, hein, pour les malades que nous avons, souvent ils ont très faim. Hein. Une fois que vous les mettez sous traitement, ils veulent bien. Non, ils font bien manger équilibré, avoir une alimentation, que ce soit le cas de la tuberculose ou d'ailleurs pour tous les jours, hein, pauvre en graisse, riche en protéines, du poisson, des fruits, des légumes, tout ce qui peut apporter plein de vitamines, beaucoup de protéines, et que ce soit dans le cas de la tuberculose, qu'après, pour être en bonne santé, il faut s'alimenter de manière équilibrée, de manière correcte. Alors, pour sortir sur la question du BCG, le vaccin du BCG, quelle est son efficacité, docteur, et à quelle fréquence? Oui, je crois que c'est tous les... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est plus efficace chez les enfants. C'est beaucoup plus efficace chez les enfants. Et le vaccin n'évite pas à 100% de faire la maladie, mais ça évite même chez les enfants de faire des formes graves de la maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les faire vacciner. Je crois que là aussi il y a un programme d'État qui permet de le faire. Il faut faire vacciner les enfants pour éviter de faire des formes graves de la tuberculose. Mais les adultes, je ne suis pas tout à fait certain, même s'il faut regarder les études, que la vaccination évite vraiment de faire la tuberculose. D'accord. Pour sortir, que retenir le maître mot lorsqu'on parle de la tuberculose? C'est de dire que la tuberculose, c'est une maladie grave. On n'est pas revenu sur quelque chose d'important qui est la résistance. Tuberculose multirésistante. Les tuberculoses résistantes, multirésistantes, c'est des formes de tuberculose qui ne sont plus, de BK qui ne sont plus sensibles au traitement qu'on donne habituellement. Et très souvent, cette forme de tuberculose émerge quand les gens ne prennent pas bien leurs médicaments. Par exemple, je vous ai dit, les médicaments doivent être pris le matin à jeun pendant 6 mois. Si le monsieur prend son médicament, le monsieur ou la dame prend son médicament 1 jour sur 2, ainsi de suite, le microbe peut devenir résistant et ne plus être sensible au traitement classique. On a une batterie de traitements qu'on peut mettre en place dans ces conditions-là, mais il faut éviter absolument que la tuberculose devienne résistante, parce que si vous contaminez quelqu'un avec une tuberculose résistante, il va avoir la forme de tuberculose qui est le plus compliqué à traiter. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement la tuberculose est encore présente dans notre pays, comme dans plein de pays subsahariens, comme en Asie du Sud-Est, comme en Amérique du Sud. Ça constitue encore un problème de santé publique. L'État fait ce qu'il peut, il faut que nous fassions ce que nous pouvons. On a la chance d'avoir un traitement gratuit. La tuberculose est une maladie infectieuse, bactérienne, due à un microbe qu'on appelle le bacille de Koch, qui va infecter dans la plupart des cas nos poumons, même si on sait, comme je vous l'ai dit, que la tuberculose extrapulmonaire existe, de poumons, elle peut aller se localiser ailleurs dans les poumons, que la tuberculose, si on la prend en charge rapidement, peut devenir une maladie mortelle ou peut handicaper de manière très très importante la vie en vous rendant insuffisant respiratoire ou en entraînant d'autres types d'infections. Merci. Merci, docteur. C'est un sujet tellement dense, c'est très passionnant. Merci, docteur Bruno Pégan, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci à vous. Merci et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes pneumologue et également promoteur du Centre des maladies respiratoires, la Douala, situé à Bounandio. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour notre numéro d'Actu Santé. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.